Allez, on est reparti. Ça marche, merci. Ok, donc je voulais juste me présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que j'en connais certains d'entre vous parce que je suis membre de Dionée depuis les années 2000. J'ai quand même participé à pas mal d'ensembles associatifs autour des plantes carnivores, aussi dans le forum carnivore qui était très en vogue entre 2005 et 2015. Et j'ai deux centres d'intérêt principaux autour des plantes carnivores. Mon premier centre d'intérêt, il est lié à mon origine, c'est-à-dire que je viens des Hautes-Pyrénées. Donc j'ai eu la chance de grandir dans ce département et j'aime beaucoup la randonnée. Et évidemment, au cours des randonnées, on va rencontrer des plantes, des grassettes, tout type de plantes alpines. Donc je me suis vraiment intéressé à ça très tôt. Ça veut dire que si vous avez déjà vu de mon contenu, notamment sur Facebook, il y a pas mal d'observations in situ. C'est vraiment mon dada. Ceci étant dit, je me suis depuis tout petit lancé dans la culture des plantes carnivores et surtout des espèces rustiques. Donc pareil, là j'ai un petit biais pour les pincula tempérés, mais j'ai aussi une collection d'une centaine d'espèces avec des sarracenia et des drosera. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des pinguicula qu'on trouve au cœur des Pyrénées. Donc le cœur des Pyrénées, c'est une définition qui est un peu vague et je voulais vous montrer une petite carte pour resituer ça géographiquement parlant. Donc, ce que vous voyez ici en pointillé, c'est les limites du département des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est de là que je suis originaire. Le haut lieu des Hautes-Pyrénées, c'est Tarbes, et les Pyrénées en elles-mêmes sont représentées en marron ici. C'est cet ensemble qui sépare la France de l'Espagne. Donc, moi, mon terrain de jeu, c'est le parc national des Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bourlingué entre, on va dire, la Reims et Saint-Lary-Soulan au fil des ans. Il faut savoir que la montagne ne s'arrête pas avec la frontière, que de l'autre côté, on a aussi des ensembles géologiques qui sont magnifiques. Notamment en Espagne, on a le Mont Perdu, qui regorge d'espèces et de choses à voir. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de la partie française, celle que je connais le mieux. Au passage, on voit ici le pic d'Agneto, qui culmine à 3400 mètres et qui est la montagne la plus haute des Pyrénées. Il faut savoir que dans la partie sur laquelle je vais parler, on est quand même à des niveaux assez élevés, une altitude d'environ 2000 mètres avec des pics qui culminent jusqu'à 3100 mètres. Ok, donc imaginez que vous êtes entre Lourdes et Argelès-Gazost sur cette petite montagne-là et vous vous tournez vers le sud pour regarder vers les Pyrénées. Et voilà ce que vous allez voir. Donc ça, c'est une photo qui a été prise depuis le sommet de cette montagne qui s'appelle le Pibest cette année et qui permet de voir les trois grandes vallées dans lesquelles je pratique la randonnée et dans lesquelles je fais de l'observation in situ. Donc ces vallées, on les appelle les vallées des gaves. Le mot gave, c'est un peu un argot local pour dire des rivières. Donc si vous regardez sur la photo, on aperçoit ici une rivière assez grande qui est le gave de Pau et qui est la résultante de plusieurs gaves qui se réunissent. Donc en l'occurrence, on a trois vallées des gaves. Je vais principalement parler de ces deux-là en laissant le Val d'Azun de côté. Donc la vallée de Cauterets, ça c'est chez moi, c'est de là que je suis originaire, et le Pays Toy, que vous connaissez peut-être grâce au Tour de France, parce que c'est là qu'on a le Tourmalet, donc le fameux col pour les cyclistes, et on a aussi un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le cycle de Gavarnie. Donc on va dire que 95% de mes observations, elles sont faites entre Cauterets et le Pays Toy. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a du relief. La photo, elle a été prise au printemps, donc vous comprenez que c'est des zones qui sont enneigées pendant tout l'hiver. Mais il y a une information dont on ne s'en rend pas bien compte, c'est que d'un point de vue géologique, c'est un gros bazar. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire une histoire géologique des Pyrénées. Déjà, j'en serais bien incapable. Et en plus, ça n'est pas le propos. Simplement, ce qu'on voit là, c'est une carte géologique. Et en fait, chaque couleur correspond à un type de sol. On a ici la vallée de Cauterets, ici le Pays Toy, et plus vers l'ouest, le Val d'Azan. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes, et c'est normal. On est ici dans des terrains qui sont hyper accidentés, et la nature chimique de la roche va énormément varier suivant l'endroit où on se trouve. Par exemple, vous voyez là le grand ensemble en rose, ça correspond vraiment aux montagnes des Pyrénées. Et ici, on trouve du granit. Donc le granit, ça veut dire des sols acides qui retiennent très bien l'eau et qui sont par exemple propices à la formation de tourbières. À d'autres endroits, on va trouver, si vous voyez le figuré bleu ici, ça correspond à des veines calcaires. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est un sol qui est beaucoup moins acide, qui est même basique par définition, et qui retient moins l'eau. Autrement dit,
lorsqu'on se promène dans les Pyrénées, on va traverser des endroits très différents d'un point de vue géologique, et donc on va trouver des espèces végétales qui sont extrêmement différentes, parfois même à quelques kilomètres de distance. Donc ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était vous montrer un petit peu la variété des plantes que j'ai pu rencontrer au fil des années, en me focalisant sur les grassettes, les pinguiculins. Donc la manière dont je vais procéder, c'est que je vais vous parler de mes deux vallées préférées. Donc je répète, la vallée de Cauterets pour commencer et le Pays Toy pour finir, où il y a beaucoup de choses à voir. Donc la vallée de Cauterets, comme je vous ai montré sur la carte géologique, c'est situé vraiment sur le socle granitique. Ça veut dire que là, il n'y a pas du tout de calcaire et on a beaucoup de tourbières de milieux acides. Notamment à Cauterets, on trouve cette montagne qui s'appelle le Vignemale et qui est le point culminant des Pyrénées françaises. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la pique longue, donc le sommet principal du Vignemale, et ce qui reste du glacier du Vignemale, qui est en train de disparaître peu à peu au fil des ans. Évidemment, à cette altitude, on ne trouve pas grand-chose parce qu'il n'y a pas vraiment d'eau suintante. Et vous voyez, c'est assez minéral, à l'exception d'un petit peu d'herbe et de mousse. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est plutôt ce qu'il y a en dessous du Vignemale. Donc là, vous voyez le Vignemale depuis le nord, et vous voyez directement qu'on a un paysage qui est très humide. Donc là, au milieu, on a le gave de Gob, et de part et d'autre, on a des petits ruisseaux qui descendent le long des flancs de la montagne. Donc là, on est vraiment dans un milieu qui est propice pour les pinguiculas, qui sont des plantes qui aiment l'humidité et qui aiment la fraîcheur. Donc quand on se promène en vallée de Cauterets, partout, on a ce type de paysage avec de l'eau vive, de l'humidité tout au long de l'année. Donc l'été sous forme liquide, l'hiver sous forme solide. Donc forcément, lorsqu'on se promène dans ces contrées-là, on va tomber sur des grassettes, en commençant par celle qui est la plus présente et qu'on n'a absolument aucune chance de rater, c'est Pinguicula grandiflora. Donc, Pinguicula grandiflora, c'est une espèce qu'on trouve, on va dire, qui est vraiment simple à distinguer des autres espèces de grassettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Pyrénées, elle est vraiment présente partout, à toutes les altitudes. Par exemple, ce que je vous montre là, c'est la population la plus basse que je connais, qui se situe entre Cauterets et le village d'en dessous, qui s'appelle Pierrefitte, et on est à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce que vous voyez, c'est deux photos qui montrent deux stades différents de la population. D'un côté, les jeunes plantules, donc là, on est en février-mars, les plantes viennent de recommencer à pousser après leur hibernation, et on voit des petites rosettes émerger, et vous voyez que le milieu est vraiment à nu, c'est-à-dire qu'on a une sorte de tapis de schiste avec quelques mousses qui poussent dessus, et les Pinguicula grandiflora qui s'incrustent là-dessus. Ce que vous voyez à droite, c'est la même population un mois et demi plus tard, donc là on est plutôt fin mars, début avril, et vous voyez qu'en si peu de temps, les plantes, elles ont eu le temps de beaucoup se développer au niveau des feuilles, et au passage, on aperçoit quand même qu'il y a pas mal d'insectes qui sont collés. Donc ça confirme bien une chose, c'est que les grassettes sont des plantes carnivores, et elles sont très efficaces pour attraper des insectes volants notamment. Et surtout, on est en pleine période de floraison. Donc Pinguicula grandiflora, elle a vraiment une apparence différente des autres Pinguicula, et c'est très difficile de se tromper quant à son identification. D'un point de vue botanique, il y a un certain nombre de critères. Par exemple, vous voyez qu'il y a une espèce de tache au niveau du palais, qu'on a les pétales qui se chevauchent largement, et on a un éperon qui est très long. Mais grosso modo, dites-vous que si vous vous promenez dans les Pyrénées, que vous voyez une grassette au bord des chemins, qu'elle soit en fleurs ou pas, vous avez, je dirais, 99% de chances que ce soit Pinguicula grandiflora. Donc, dans cette présentation, j'essaie de vous montrer surtout des espèces en fleurs, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Mais je trouve qu'il faut quand même ne pas oublier qu'il y a toute une évolution dans le stade végétatif. C'est-à-dire qu'on part d'hibernacles, qui sont des sortes de petits bourgeons qui restent sous terre pendant l'hiver, qui éclosent au printemps pour donner des jeunes plantules. Ensuite, on a le stade floraison. Puis, plus tard dans la saison, on va avoir la fructification et la végétation qui continue, donc des feuilles de plus en plus longues, de plus en plus grandes. Donc là, ce que vous voyez, c'est à nouveau Pinguicula grandiflora qui a été prise plutôt dans le même site, plutôt au mois d'août. Donc, première règle, quand on veut voir des Pinguicula, il faut bien se renseigner sur les périodes de floraison. Et si vous venez à une autre période, vous pourrez toujours contempler des grassettes, mais il faudra avoir un petit peu plus l'œil.
Ok. Donc, Panicula grandiflora, Juste, je vous ai dit, elle est Denis, présente est-ce que je partout. peux me permettre de te Ouais, couper parce que j'ai une dis-moi. petite question. Bien sûr. Tu as dit que les plantes, Vas-y. elles émergeaient fin février, début mars, et qu'elles fleurissaient du coup Ouais, fin mars, début avril. Alors moi qui vis dans les Alpes et ouais. qui trouve quand même des pinguicula, enfin plutôt en altitude, ça me paraît vachement tôt. Est-ce que tu as une idée des températures un peu à ce moment-là ou de l'exposition typiquement de cette population-là que tu montres? Parce que ça me paraît quand même assez tôt dans l'année, quoi. Donc est-ce qu'il fait peut-être un peu plus chaud qu'on peut imaginer ici dans les Alpes, ou c'est exposé plein sud, ou qu'est-ce que tu dis là-dessus? C'est une combinaison de facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on est dans les gorges du Gave de Cauterets, à un endroit où c'est vraiment pas exposé au vent. Donc, on va dire qu'il y a une sorte de niche qui protège les plantes. Et on est, en général, en dessous de la limite de la neige. C'est-à-dire que dans les Hautes-Pyrénées, à des altitudes de 500 1000 mètres, il n'y a pas la neige qui est présente tout le temps. Et plus on avance vers le printemps, plus haut il faut monter en altitude pour avoir de la neige. Donc, à 700 mètres d'altitude, ça arrive qu'il neige un petit peu, mais même en février, mars, c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça. Donc les plantes, elles peuvent reprendre leur végétation parce que le climat le permet tout simplement. Et je vais te montrer, enfin, je vais vous montrer, juste rappeler d'autres populations. Il y a un véritable dégradé sur les périodes de floraison. Donc par exemple, là je vous ai dit, on a en fin mars, on a les plantes à 700 mètres d'altitude qui fleurissent. Puis on va monter en altitude. Donc là, vous avez une autre population. Au passage, vous voyez que le milieu il est complètement différent. Ce coup-là, on n'est pas sur du schiste, on est dans un sous-bois avec des feuilles de hêtre séchées, de la mousse, et on a les plantes qui sont en pleine floraison. Donc là, à 1100 mètres d'altitude, ça va plutôt être mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est rigolo, c'est que on peut photographier des panicules en fleurs pendant quasiment 3 mois dans les Pyrénées quand on sait où chercher, tout simplement parce que en basse altitude, les plantes sont en avance par rapport à la haute altitude. Donc voilà une population typique de Panicula grandiflora, encore une fois avec les pétales qui se chevauchent, les fleurs très typiques. Voici une autre population que j'ai trouvée cette année, qui elle est beaucoup plus haut, à 1800 mètres d'altitude. Et ce que j'aime bien, c'est que ça montre que on a un certain polymorphisme. Alors un polymorphisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme, le coloris varie beaucoup d'une plante à l'autre. Donc si vous regardez ces fleurs-là, on a bien les pétales qui se chevauchent, les fleurs typiques. Là, vous voyez que les critères sont moins bien remplis, les pétales n'ont pas l'air très chevauchants. En plus de ça, vous voyez que dans cette population-là, on dirait qu'on a un peu de coloration rouge du feuillage. Alors, je ne sais pas quel est le statut génétique de ça, c'est-à-dire je ne sais pas si j'ai affaire à une forme qui est plus rouge que celle qui est présente dans les autres sites, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est clair. Chez les Panicula, dans les Pyrénées, on a beaucoup de variabilité de pied à pied, donc c'est difficile de tirer des critères qui sont communs à tous les pieds d'une même espèce. Donc justement, en parlant de variabilité, je voulais vous montrer quelques exemples un peu extrêmes en vallée de Cauterets. Par exemple, ça arrive qu'on rencontre des populations qui ont vraiment un feuillage rouge foncé. Et je dis bien des populations. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs plantes les unes à côté des autres qui présentent cette couleur-là. Donc vous voyez aussi bien les feuilles que les armes florales. Et en général, les fleurs de ces individus-là sont bien violet foncé. Euh, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que Panicula grandiflora, elle se divise par deux moyens principaux. Donc, les fleurs donnent des graines, qui donnent des plantules, mais aussi la plante est capable de former des bulbilles. Et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez au pied de cette grosse rosette, on a plein de petites plantes qui, elles, sont génétiquement identiques à leurs parents. Autrement dit, on peut avoir un individu rouge à un instant qui va donner des graines. On ne sait pas trop comment sera la descendance, mais on sait que les plantes obtenues à partir de bulbilles devraient être rouges eux aussi s'il s'agit d'un caractère génétique. Et Je du dirais que coup, les plantes rouges comme ça, c'est quand même assez rare. Il y en a... Ouais. pardon, ouais, non, j'avais juste une question. Du coup, est-ce que tu penses que typiquement ces populations-là qui sont très rouges, elles descendent du même individu, ou que c'est vraiment une vraie population avec une génétique qui fait qu'elles sont plus rouges? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de reproduction par bulbi, c'est-à-dire de reproduction clonale, et qu'un individu, on va dire, qui a hérité d'une mutation de certains traits, peut facilement se multiplier et donner des grosses populations de plantes identiques. Mais après, j'ai pas, comment dire, il faudrait faire des études sérieuses là-dessus. C'est possible aussi que les plantes rouges puissent transmettre par hybridation avec des plantes non rouges le caractère. Mais je sais qu'il y a beaucoup de reproduction asexuée, ça c'est sûr. Euh,
Ok, donc ça c'était un exemple sur les feuillages et les plantes rouges comme ça, elles sont vraiment assez rares. On va dire, j'en connais peut-être deux populations dans la vallée de Cauterets. Tout le reste, c'est plutôt le feuillage vert pomme que vous avez vu plus haut. Ensuite, on a aussi des variations florales. Et ça, c'est encore plus rare parce que là, c'est vraiment des individus isolés. Par exemple, vous avez ici une fleur qui est plus rose clair et vous voyez le pied porte deux fleurs qui sont vraiment plus claires que le violet que je vous ai montré avant. Puis des fois, on a des choses bizarres avec des dégradés de violet, de rose. Et ce qui est marrant, c'est que ces pieds, je sais où ils sont. Je retourne d'année en année, ils sont toujours là. Mais j'ai pas l'impression qu'ils se soient beaucoup multipliés puisque ils sont assez restreints à l'endroit où je les ai trouvés au départ. Donc en vallée de Cauterets, vous avez compris, on a Panicula grandiflora et vous allez le trouver à peu près partout. C'est-à-dire au bord des ruisseaux, sur les schistes, dans les prairies, dans l'herbe, partout il y a de l'humidité. Au passage, je sais que c'est un toc sur les paniculas, mais je vous ai dit qu'on était en milieu acide, donc il y a beaucoup de tourbières à sphènes, et c'est très facile de trouver Drosera rotundifolia, parfois en compagnie de Panicula grandiflora. Juste un truc, pour voir Drosera rotundifolia, il faut vraiment se pencher, parce que les plantes, elles font à peu près 2 cm de diamètre. Enfin, je ne vais pas juste parler de plantes carnivores, je tiens aussi à dire qu'il y a plein de végétaux à voir dans cette vallée. En particulier, on a le lys des Pyrénées, qui ressemble un peu à un marsupilami végétal, qu'on peut rencontrer parfois proche de sites où on a un Panicula grandiflora. Donc, cette première vallée, c'est celle que je connais le mieux, parce que c'est celle dont je suis originaire. Et au fil des ans, j'ai quand même trouvé pas mal de choses intéressantes, notamment des Panicula grandiflora à peu près partout, des populations diverses et variées. Donc, on est parti pour parler un petit peu des cercles glaciaires. Super. La première chose que je tiens à dire, c'est que vous voyez, le paysage, il est vraiment très différent par rapport à la vallée de Cauterets. Et c'est normal, c'est parce qu'ici, on n'est plus dans les granites du socle, on est dans du calcaire, c'est-à-dire des dépôts sédimentaires. Et ces calcaires, ils permettent la formation de structures géologiques qu'on appelle des cirques, qui sont plus ou moins des falaises qui ont été creusées au fil des ans par l'eau liquide, par les glaciers, donc parfois des falaises calcaires verticales hyper abruptes, avec souvent de l'eau qui suinte. Donc c'est encore un milieu qui est très propice aux plantes carnivores, aux paniculas. Donc juste un petit point géo avant de rentrer dans les cirques glaciaires. D'un point de vue localisation, donc là on est dans la vallée de Luce, le pays de Toy, et on va avoir trois cirques remarquables. Le plus connu d'entre eux, c'est celui qui est le plus à l'ouest, qui est le cirque de Gavarnie. Donc lui, il est connu parce que c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une très belle rando à faire, même sans parler plantes carnivores. Je pense que c'est un site qui est incroyable. Donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce site, il est flanqué par un second cirque glaciaire qui est beaucoup plus petit, mais qui est quand même incroyablement beau, et qui s'appelle le cirque d'Estaubé. Donc la photo que je vous ai montée là, c'est en montant le chemin d'Estaubé et en regardant vers l'Espagne. Ce qu'on voit là, c'est vraiment la délimitation du cirque, et derrière, on est directement en Espagne. Et enfin, juste Denis, pardon, je me permets de te couper. Est-ce que tu peux juste expliquer qu'est-ce que c'est un cirque pour si jamais s'il y a des gens qui sont pas familiers avec le terme? Alors, le mot cirque, ça décrit une formation géologique qui a une forme de demi-cercle. Donc c'est vraiment, lorsque le calcaire est creusé par l'eau, ça fait ces formations en forme de fer à cheval, si vous voulez. Et on parle, voilà, c'est le terme consacré, c'est cirque. Et je vous montrerai tout à l'heure les photos de Gavarnie, je pense que ça vous expliquera un petit peu mieux. Il faut vraiment imaginer ça comme une espèce de fer à cheval en calcaire qui ferme la vallée avec des bords vraiment abrupts et verticaux. Super, merci. Ça vous va comme définition? C'est parfait, merci. Et je vais aussi vous parler de mon spot préféré, qui est le cirque de Troumouze, qui est également un petit peu moins connu, mais là, on a vraiment un hotspot de diversité avec beaucoup, beaucoup de choses à voir. Donc, on va commencer par Estaubé. Donc, là, on contemple le cirque. Donc, on est situé en France et on regarde vers l'Espagne. Et on voit cette espèce d'ensemble de falaises qui ferme l'espace. Si l'on se tourne vers la France, voilà ce que l'on voit. Donc, si vous voulez, ça, c'est le bord du cirque. On aperçoit ces falaises calcaires. Donc, la nature de la roche est très différente de celle qu'on trouve à Cauterets, puisque c'est de la roche basique. Donc, on ne va pas avoir les mêmes communautés végétales. Puis, on voit qu'on a toujours un gave qui vient sillonner en fond de vallée. Et c'est en fait le gave qui creuse le cirque et qui creuse des canyons le long de son cheminement.
Donc l'eau est toujours omniprésente et là aussi on va trouver des Pinguicula un petit peu partout. Donc première surprise, c'est que Pinguicula grandiflora, elle est partout. C'est-à-dire que peu importe que le sol soit basique, acide, j'ai même vu des Pinguicula grandiflora pousser sur des bousses de vache. Donc c'est vraiment une plante qui tolère tout type de substrat. Donc si vous en avez en culture, moi je vous invite à être créatif et à vous éloigner un petit peu de la tourbe blonde et de la perlite. On peut se lâcher avec cette espèce, on peut se faire plaisir. Donc là, ce que vous avez, c'est une petite population de Pinguicula grandiflora en bord de chemin à Estao Bay. Et vous voyez que les plantes se situent sur une espèce de tablier calcaire sur lequel de l'eau suinte et on a un petit peu d'accumulation de matière organique. Donc à Estao Bay, encore une fois, ce qu'on va trouver en majorité, ce sont des Pinguicula grandiflora. Parfois, des individus de très très grande taille. Donc, il y a un peu qu'à Estao Bay que j'ai vu ça. J'ai vraiment vu des Pinguicula qui faisaient presque 20 cm de haut. Donc, je ne sais pas trop pour ce qui explique ça. Je manque de recul aussi. Peut-être que c'était au moment où je suis passé, les conditions étaient favorables, ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, qu'il y a une sorte de vigueur dans cette population. Donc, ça, c'est à éclaircir. Mais en tout cas, c'est une observation que j'ai faite plusieurs fois, des pieds hyper vigoureux. Ensuite, C'est peut-être parce qu'ils poussent là, sur des bousses de vache, Denis. Ça leur donne des nutriments. ça pourrait. Mais là où j'ai pris la photo, c'est vertical, ou alors des bousses d'isard, des espèces de chèvres des montagnes, ou un truc comme ça. Euh, Ici aussi, on trouve des individus aux feuilles rouges, et j'aime bien ces photos parce qu'elles montrent bien une chose, c'est que c'est pas le milieu qui détermine la couleur. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux Pinguicula grandiflora présentes l'une à côté de l'autre, avoir un individu tout rouge et un individu tout vert. Autrement dit, je pense qu'il y a véritablement un déterminisme génétique. Il y a des plantes qui ont plus tendance à produire ces pigments rouges que d'autres. Et ça, on le voit, c'est rigolo, c'est qu'on le voit en plusieurs endroits. On peut avoir un mélange des deux populations. Alors, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure, Arthur, à savoir peut-être que ces plantes-là, elles se multiplient par bulbie, donc elles produisent des clones identiques dans la descendance, et que cette plante-là, elle a été déposée à partir d'une graine d'un pied qui est situé plus loin. Donc, ça fait des espèces de mosaïques qui sont assez sympas à regarder. Ok, donc grandiflora, si vous aimez, allez dans les Pyrénées, vous ne vous en laisserez pas. Après, au cirque d'Estao Bay, on trouve des formations géologiques, donc en dehors du cirque, qui sont assez remarquables, ce qu'on appelle des canyons et des alcôves. Donc le principe de ça, c'est que le calcaire est très soluble dans l'eau, très friable, et dès qu'on a un ruisseau, ce ruisseau, il va creuser son lit, et au fur et à mesure, vont se dégager des espèces de gorges, donc vraiment des canyons, et aux endroits où on a un petit peu des goulots d'étranglement, des alcôves, donc des espèces de niches creusées à même la roche. Vraiment s'approcher du cirque. Mais ça vaut le coup, parce que ici, on va trouver une seconde espèce de Pinguicula que voici. Donc il s'agit de Pinguicula alpina. On la reconnaît suivant plusieurs critères. Donc je vais vous donner le moins facile. Le moins facile des critères, c'est que vous voyez l'apparence des rosettes. Elle a des petites feuilles vraiment très gainées, très pointues. Donc même sans les fleurs, maintenant je pense que je serais capable de dire si une plante est Pinguicula alpina ou si une plante est autre chose que Pinguicula alpina. Ensuite, le critère principal, c'est que les fleurs ne trompent pas, puisqu'elles sont blanches, contrairement aux grandiflora, qui sont violettes. Les plantes que j'ai trouvées à Estao Bay, en général, vous voyez, on a des petites fleurs blanches délicates et qui ont une sorte de décoration au niveau du lobe principal. Donc, une tache jaune avec deux espèces de petites pattes en dessous. Donc, Pinguicula alpina, moi, c'est une de mes plantes préférées. Elle n'est pas si facile que ça à trouver. Et la raison pour laquelle elle n'est pas si facile que ça à trouver, c'est parce que les photos sont trompeuses. Là, on a l'impression que c'est une belle plante, presque Pinguicula mexicaine, avec des fleurs de 4 cm de diamètre. Mais je vais vous remettre l'échelle pour que vous compreniez. Voilà. Donc, il faut se pencher, il faut avoir l'œil. Et surtout, au début, il faut être là au moment de la période de floraison, sinon on passe complètement à côté. Et à Estao Bay, si vous montez bien et si vous trouvez les alcôves dont je vous ai parlé, vous aurez peut-être l'occasion de voir des Pinguicula alpina nichés dans la fraîcheur. C'est marrant parce que dans les Alpes, moi, où je vais me balader, c'est beaucoup de Pinguicula alpina.
Enfin, c'est assez haut en altitude aussi, mais Oui. c'est surtout Alpina que je trouve au bord des ruisseaux, etc. Et elle est quand même, bon, elle est pas gigantesque, hein, elle fait pas des fleurs comme Grandiflora, mais alors elle est quand même vachement plus grande que ça, hein. Elle Alors, il y a un est, peu de variabilité, mais il y a des plants qui sont plus gros que ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on est quand même dans ce calibre, quoi. ouais, Du 2 d'accord. centimètres de diamètre. Ok, Pareil, ok, peut-être que le milieu est pas aussi propice que dans les Alpes, ou peut-être que les plantes sont simplement plus petites. ok, c'est intéressant. Euh, à Estauber, en termes de carnivores, bah déjà, si vous voyez les grandiflora, les alpinas, ce sera pas mal. Il y a d'autres choses à voir. Par exemple, des Edelweiss. Donc là, c'est pareil. Il faut se rapprocher un maximum du cirque. Ils sont vraiment situés à 2000-2200 mètres d'altitude. Vous allez voir, il y a des petits tapis d'Edelweiss, parfois juste à proximité des Panicula alpina et des Panicula grandiflora qui sont mélangés. Ok. Donc là, je vous ai fait le petit cirque d'Estauber. C'est une belle balade. Ça doit faire quoi, 4 km avec 200-300 mètres de dénivelé positif. Donc je pense que c'est une des balades les plus accessibles pour voir ces plantes carnivores. Maintenant, on va passer au cirque le plus connu d'entre tous, qui est le cirque de Gavarnie. Donc là, vous avez la photo emblématique. Et peut-être que vous comprenez un peu mieux pourquoi on parle de cirque. Vous voyez bien cette forme en fer à cheval. Là, on a des pics qui culminent à 3000 mètres d'altitude. C'est vertical. Vous voyez qu'il y a des ruisseaux qui dégueulent de partout. Et c'est infranchissable, c'est-à-dire on peut pas enjamber le cirque, à moins de faire de l'escalade peut-être. Et directement derrière, on se retrouve en Espagne. Donc, encore une fois, le cirque de Gavarnie, c'est de la roche calcaire. Et on va trouver un petit peu la même chose qu'à Estauber, mais aussi d'autres espèces. Lorsqu'on se promène en bord de cirque, qu'on se rapproche de ces falaises, voilà ce qu'on voit à peu près. Donc là, c'est au printemps, la période de floraison des Panicula. Il y a encore de la neige. Il faut s'imaginer qu'en hiver, c'est couvert de neige, tout simplement. Et on a ces espèces de gigantesques murs verticaux avec un petit peu d'eau qui suinte et de la matière organique qui est déposée dessus. J'ai aucune idée de quelle hauteur ça fait, mais franchement, on doit avoir des falaises de 100-200 mètres de haut, absolument infranchissables. Quand on se rapproche, et si on regarde, on va voir à certains endroits un feuillage vert clair qui est assez reconnaissable. De loin, on peut se dire que c'est une grassette. Et effectivement, c'en est une. Et c'est une autre star pyrénéenne, puisque celle-là, elle est endémique des Pyrénées. C'est Panicula longifolia. Donc là, c'est une photo qui a été prise de Panicula longifolia au cirque de Gavarnie. Donc on est à peu près à 1800 mètres d'altitude. On doit être au mois de juin, mi-juin. Ce que vous voyez, donc, c'est cette falaise suintante. Alors, on a l'impression que la plante est située à même la roche, mais en fait, on a une espèce de petite couche quand même de matière organique. Je ne sais pas trop ce que c'est, des dépôts calcaires, peut-être des bactéries, des biofilms, un petit peu de mousse. Et il y a une sorte de terreau sur cette paroi verticale, et les plantes viennent se mettre directement dessus. Là, ce qu'on voit, c'est le tout début de la végétation. Donc, même principe que pour Panicula grandiflora. On a des hibernacles, des sortes de bourgeons qui sont enterrés dans le terreau, qui permettent de passer l'hiver. Et au printemps, la croissance reprend. Panicula longifolia, elle commence par faire quelques feuilles assez courtes et arrondies, qu'on voit là au niveau de la rosette. Ensuite, elle lance à la fois ses boutons floraux, et vous voyez qu'il y a une sorte de changement de forme de la rosette. Ça, c'est caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a deux stades végétatifs différents. Au début de la croissance, des petites feuilles rondes, puis au moment de la floraison, on va avoir les feuilles longues et allongées qui ont valu le nom à cette espèce. Donc ça, on va dire que c'est peut-être début juin plutôt. Et si on revient un petit peu plus tard, mi-juin, fin juin, on va avoir des plantes qui sont pleinement fleuries. Et vous voyez, là, il y a aucune manière, lorsqu'on regarde vraiment en détail les fleurs, de confondre avec Panicula grandiflora. Donc, notamment parce que il y a un gros écartement des lobes du bas, la tache blanche sur le palais est beaucoup plus large, avec une petite tache sur la macule. Donc, les fleurs sont vraiment très différentes de celles de Panicula grandiflora. En général, là aussi, on a du polymorphisme, c'est-à-dire qu'on va avoir, dans certains cas, les lobes supérieurs qui se chevauchent bien, dans d'autres cas, les lobes qui sont très écartés. Mais je pense que la fleur de Panicula longifolia, elle est assez simple à reconnaître. Donc, en plus de ça, pour les populations de Gavarnie, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on va trouver Panicula longifolia que sur les falaises, pas en dessous. Au-dessus, j'ai jamais pu y aller, donc j'ai aucune idée.
Mais en gros, même s'il y a des plantes qui tombent et qu'elles s'ancrent sur le chemin en bas, ben, les plantes finissent par mourir. Donc, grosso modo, si vous êtes à Gavarnie, que vous voyez des feuilles allongées sur une falaise, vous avez des chances que ce soit Panicula longifolia. Donc il y a un petit peu, alors certainement l'appareil photo qui joue aussi, mais il y a un petit peu de variabilité de couleur. On a des fleurs qui sont plus sombres que d'autres, des fois on vire carrément dans le rose. Et j'aime bien cette photo parce qu'on voit le reste de l'année précédente. Donc si vous voyez les rosettes vertes avec les fleurs, c'est la pousse de l'année. Et ces espèces de déchets séchés, c'est les feuilles allongées de l'année précédente qui n'ont pas été décrochées du vent l'hiver. Et on voit même des traces là, ça c'est un fruit de l'année précédente. Donc, Panicula longifolia, comme Panicula grandiflora, elle va se reproduire de deux manières principales, en faisant des graines et en se ressemant, ou par production végétative. Alors, dans la littérature, moi j'ai lu que Panicula longifolia pouvait faire des stolons. Personnellement, j'ai jamais vraiment vu de stolons, j'ai peut-être pas assez bien regardé. Pour moi, c'est un peu un système peut-être de bulbie. En tout cas, les plantes ont tendance à être serrées les unes aux autres et les touffes grandissent au fil des ans. Donc ça, c'est l'apparence de la plante en début de croissance, on va dire fin juin maximum. Et encore une fois, il faut imaginer qu'est-ce qui se passerait si on revenait plus tard dans l'année. Ah oui, attendez, j'ai intercalé ça. Ça, c'était juste pour vous montrer vraiment la plante. On est sous la falaise verticale, on regarde vers le haut. Et vous voyez que les plantes, elles sont implantées à même cette espèce de biofilm un peu luisant. Et on a la transition des premières feuilles un peu arrondies, un peu plates, vers les feuilles de plus en plus allongées. Donc, si on revient plus tard dans l'année, on va avoir quelque chose de complètement différent. On va avoir des feuilles extrêmement longues, 20-25 cm de long, avec à certains endroits des fruits. Donc, c'est ça qui est bien avec Panicula longifolia, c'est que si vous venez à Gavarnie en août, vous n'avez aucun doute, vous saurez que c'est elle lorsque vous la verrez. Il y a quelques ces feuilles allongées, dans les Pyrénées en tout cas. En Espagne, il y a Vallis nerifolia mundi qui peuvent ressembler un peu, mais là, dans les Pyrénées, il n'y a aucun doute possible, c'est Panicula longifolia. Denis, un autre critère que je n'ai pas forcément réussi à faire. Ouais. Pardon, j'ai quelques petites questions par rapport à cette photo-là qui est super. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ce biofilm? Est-ce que c'est des algues? Est-ce que c'est des bactéries? Est-ce que c'est juste des sortes de mousse, des hépatiques, des trucs comme ça? T'as une idée? Ouais, alors, moi je pense que c'est des algues. Je n'ai pas d'évidence. C'est une couleur brune, ça pourrait être des diatomées, ça pourrait être des algues, même des macro-algues brunes. Mais j'ai pas, enfin, je veux dire, j'ai pas fait de thèse dessus. Je sais pas, c'est probablement des communautés où tu as aussi des bactéries. Ça doit être assez complexe quand même. Okay. Je sais pas s'il y a eu des travaux là-dessus, mais en tout cas, ça retient hyper bien l'humidité. Et je pense que c'est pour ça que les plantes s'y plaisent. Et du coup, tu as dit que la falaise là, elle était calcaire, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Et là, du coup, sur cette photo, on a l'impression qu'on a certaines espèces qui ont des feuilles très vertes et d'autres qui ont des feuilles très rouges. C'est juste une impression ou il y a vraiment de la variabilité comme ça? Il y a vraiment de la variabilité. Après, là, j'ai pas de, comment dire. Je pense qu'il y a deux choses qui jouent. Ça peut vraiment être l'exposition. Peut-être une plante qui est plus tournée d'un côté que de l'autre reçoit moins de soleil. C'est possible aussi que ce soit comme pour les Panicula grandiflora, qu'on ait des individus qui sont plus rouges que d'autres. Et aujourd'hui, je vais parler que des longifolia du côté français, mais il faut savoir que du côté espagnol, on trouve aussi Panicula longifolia, et il y a des populations rouges qui sont décrites. Donc, il y a de la variabilité chez longifolia. Ici, c'est peut-être un mélange. À d'autres endroits, on n'a que des plantes entièrement rouges. Super, merci beaucoup. Donc voilà, longifolia en végétation plus tard dans l'année. Ce qui est amusant aussi, c'est que, donc, comme je vous disais, les longifolia, ils restent sur la falaise. Et quand on regarde au pied de la falaise, on va trouver des plantes un petit peu bizarres, qui sont probablement des hybrides entre Panicula grandiflora et longifolia. Donc comment je sais que ce sont des hybrides? J'ai pas de preuves, c'est une spéculation, mais c'est parce que on a souvent un mélange des caractères des deux plantes. Par exemple, ce pied-là, quand on regarde les fleurs, ça ressemble vraiment à Panicula longifolia, mais ce pied, je l'ai repéré, je sais où il est, et quand on revient plus tard dans l'année, il ne produit pas les feuilles très longues allongées caractéristiques de longifolia. Je vais vous en montrer quelques autres exemples. On a cette plante-là, où là je suis arrivé un petit peu plus tard, mais en gros, les fleurs sont à mi-chemin entre longifolia et grandiflora, et vous voyez que déjà, en début de floraison, on a des feuilles extrêmement longues, à peu près 15 cm de diamètre. Parfois, on a des trucs bizarres, comme cette plante-là, avec un
un lobe central vraiment triangulaire. Donc, pour moi, il y a un petit côté longiflora, il y a un petit côté grandiflora. Et donc, comme c'est des hybrides, tous les hybrides ne se ressemblent pas. Ils vont hériter de différents traits de leurs parents, donc on va avoir un méli-mélo. Et ça donne des choses comme ça. Alors, je précise, cette photo, elle vient pas de Gavarnie, elle vient d'une autre population qui est située du côté français, dont je parlerai à la fin. Mais vous voyez que on trouve des plantes proches les unes des autres qui ont des fleurs complètement différentes. Certaines qui ressemblent plus à Grandiflora, certaines qui ressemblent plus à Longifolia, mais qui ont ces drôles de couleurs roses un peu pastel, puis des mélanges. Donc, j'adore ces hybrides. Il y a vraiment des formes et des couleurs hyper diverses. Donc, c'est un plaisir de les regarder. Ils sont magnifiques, hein, ces hybrides-là. Est-ce que tu sais le nom Ouais, de l'hybride naturel? Il a été décrit, j'imagine, entre Longifolia et Grandiflora. alors, je sais que dans le Pink Flower of the Northern Hemisphere, ils en parlent. Je ne sais pas s'il y a un nom, tu vois, comme l'équivalent Scully qui est Ouais, vulgarisé par Grandiflora. Mais en tout cas, l'hybride, il a été décrit. Et vous voyez que l'hybride, il existe et il est très divers en forme et en couleur. ouais, c'est super impressionnant. Donc, pareil, des fois, on a des plantes qui ressemblent plus à Panicula grandiflora, mais qui, à mon avis, sont aussi des hybrides. Même si, parfois, pour déterminer, il faudrait faire des études génétiques. Donc, sur cette photo, il y a un intrus qui se cache. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Donc, Moi, je le là, vois. on a de la grandiflora. C'est Tu le la vois? Ah petite ouais, à t'as une droite, ligne c'est ça, super. non? C'est une alpina? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est Panicula alpina. Donc c'est un Gavarnie, c'est vraiment un site super. Si on prend le temps de se pencher et de regarder ce qu'il y a au bord du chemin, on va trouver donc Panicula longifolia, Panicula grandiflora, des hybrides entre les deux et à nouveau la petite blanche Panicula alpina. Donc il y a des jolies petites populations qui sont situées en général plutôt proches des falaises. Et donc cette population, ça fait des années que je la suis. À la base, c'est un membre de la communauté carnivore qui m'avait décrit l'emplacement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit qu'elle grossit au fil des ans. C'est-à-dire que les premières années quand on y allait, on avait 4-5 pieds de Panicula alpina. Et maintenant, on est plutôt sur la dizaine, voire de la centaine de pieds situés les uns à côté des autres. Le second truc marrant, c'est que, a priori, dans cette population-là, si vous vous rappelez les alpinas que je vous ai montrés d'Estobé, il y avait des espèces de petits pieds jaunes. Là, ici, la décoration du label, elle est plus simple, c'est-à-dire que le label est entièrement blanc. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'exposition ou quoi que ce soit, mais en général, les fleurs de Gavarnie, elles sont toutes blanches. Les fleurs des cirques adjacents, elles ont des petites décorations au niveau du lobe inférieur. Donc, à Gavarnie, pas mal de choses à voir. Ça ne s'arrête pas là. Pour les amoureux de botanique, il y a aussi des espèces endémiques des Pyrénées, comme la Ramanda pyrénaïca. Et en plus, tout ça, vraiment sur les bords du cirque, dans les mêmes milieux, à excepter que là, on est aux endroits où l'eau suinte, là, on est aux endroits plus secs. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type de végétation qui colonise. Alors, Gavarnie, je vous invite à y aller vraiment. Le mieux, c'est d'y aller en juin, mi-juin, si vous voulez avoir les fleurs de Panicula longifolia. Après, le reste de l'année, il y aura toujours des choses à voir. Et même, moi, j'adore voir les Panicula longifolia quand elles sont à ce stade. C'est quand même un spectacle. Ok, donc maintenant, je ne sais pas niveau temps où j'en suis. Bon, je pense que j'ai le temps de parler du cirque de Troumouze. Donc, c'est le troisième cirque. C'est celui qui est situé le plus vers l'est. Et c'est mon spot préféré pour les plantes carnivores. Donc là, on monte en altitude. On est à peu près à 2000, entre 2000 et 2200 mètres. Je ne sais pas, il y avait eu un article dans Dionée. On a réalisé des sorties avec Dionée Midi-Méditerranée au cirque de Troumouze, dont une sortie en 2020 où on avait, avec Patrick Henriquel, décrit un petit peu la géologie du site et les plantes qu'on a vues. Donc, si jamais vous voulez voir comment c'est foutu le cirque de Troumouze, je vous invite à lire cet article. Grosso modo, on a des couches géologiques de différentes origines. C'est encore le calcaire qui domine. Donc, au cirque de Troumouze, une des premières choses qui frappe, c'est que Panicula alpina, il y a certains endroits où il faut la chercher. Il y a d'autres endroits où, alors je reviendrai sur cette photo après, il y a d'autres endroits où elle est vraiment très abondante. Peut-être un petit peu plus comme si on monte un petit peu et qu'on suit les ruisseaux, on va trouver de la Panicula alpina. Vous voyez, là, il doit y avoir peut-être une centaine de pieds, tous fleuris en même temps. Donc, c'est un petit peu une spécificité de ce cirque. J'imagine que c'est parce que c'est plus haut et que la plante, elle aime vraiment les climats presque alpins, voire subarctiques. Moi, c'est une de mes espèces préférées, donc en général, je mitraille pas mal. Et vous voyez que
mon histoire de coloration du palais, c'est pas toujours vrai. Donc il y a des individus qui ont des petites taches, des individus qui n'en ont pas. Mais quand même, de manière générale, en dehors de Gavarnie, on a tendance à avoir des taches, et à Gavarnie, on a tendance à avoir des palais entièrement blancs. Donc Pencula alpina, je pense que maintenant vous avez bien vu à quoi ça ressemble. Là, voilà une photo également prise au cercle de Troumouze, où on voit Grandiflora et Alpina qui cohabitent. Et à nouveau, là, on voit un petit peu mieux cette histoire de décoration du palais avec des petites taches jaunes. Ce qui est rigolo, c'est qu'on pourrait se dire, bon, Pencula grandiflora est capable de s'hybrider avec Pencula longifolia. Peut-être que Pencula grandiflora est capable de s'hybrider avec Pencula alpina aussi. Pour autant que je sache, ça n'est pas le cas. Moi, j'ai jamais trouvé, en tout cas, de plantes qui présentaient des caractères intermédiaires. Et j'ai lu un petit peu sur le sujet. C'est juste que, a priori, ces Pencula-là sont incompatibles génétiquement. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas créer de descendance entre elles. Et même si, je crois que c'était au 19e siècle ou au début du 20e siècle, il y a un hybride qui avait été décrit, ces observations, elles n'ont jamais été revalidées de par la suite. Donc pour moi, on a vraiment deux espèces de Pencula qui cohabitent, mais qui ne s'entrefécondent pas. Je voulais juste revenir sur cette petite photo-là. C'est pour vous montrer déjà que quand on veut voir des Pencula, on est amené à faire beaucoup de randonnées, parce que souvent, on va faire une espèce de supposition sur le meilleur moment pour se rendre voir la floraison. Par exemple, début juin. Et cette année, pas de chance, il y a eu beaucoup de neige. Donc quand on arrive, on voit qu'on a de la neige partout et on est un peu déçu parce que ça veut dire qu'on ne verra pas de plantes cette fois-ci. Donc toutes les observations que je vous montre, il ne faut pas s'imaginer que je suis allé une fois et j'ai vu toutes ces plantes. Et c'est vraiment un processus de répétition d'année en année, retourner au même point, farfouiller à droite à gauche, avoir de la chance sur les timings de floraison, avoir de la chance sur la météo, parce que grosso modo, il faut être là juste après la fonte des neiges, au moment où les Pencula fleurissent, si on veut voir les fleurs. Donc il y a un petit timing à avoir. Aussi, ce qu'on voit sur cette photo, c'est qu'on a le bord du cirque qui est abrupt, falaise verticale, et puis on a à nouveau le gave de Troumousse, qui sillonne tranquillement au milieu de pelouses. Donc ces pelouses, elles regorgent, à mon avis, de la plus grande population de Pencula grandiflora que j'ai jamais vue. Donc il y a des pieds partout. Il doit y avoir des dizaines de milliers de pieds. Donc là, j'ai pris un petit coussin. Vous voyez, c'est vraiment la forme typique de grandiflora. Peut-être les rosettes ont l'air un peu claires, mais ça arrive, pardon, les fleurs ont l'air un petit peu claires. Ça arrive des fois au soleil ou quand les rosettes vieillissent un petit peu. Mais vous voyez, on a bien à nouveau les lobes qui se chevauchent, la macule. Donc là, on n'a aucun doute, c'est bien Pencula grandiflora. Et peut-être parce que c'est une des plus grosses populations de Pencula grandiflora, c'est aussi un endroit où on voit des choses vraiment remarquables. Donc c'est le seul endroit où j'ai vu la forme albinos de Pencula grandiflora, qui s'appelait en tout cas Pencula grandiflora forme Chionopetra. Vous avez ici deux pieds. Vous voyez bien que la plante est entièrement verte, les corolles sont blanches et ça change drastiquement de la forme plus classique de Pencula grandiflora. Ça, ce sont d'autres pieds situés à un autre endroit. Donc, la forme Chionopetra, elle est présente en plusieurs endroits au cirque de Troumouze. Par contre, à chaque fois, c'est quelques pieds isolés. C'est-à-dire que je dirais, je fais une estimation au pifomètre complètement, mais sur 10 000 pieds, on doit avoir peut-être 2 pieds blancs ou quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment très loin d'une population de forme Chionopetra. Mais en tout cas, en se promenant, on a une petite chance de tomber là-dessus et ça fait plaisir. Je tiens à dire que tous ces spots, je les ai repérés et j'y retourne d'année en année. Et là, je vois que on a de plus en plus de pieds de Chionopetra qui apparaissent. Donc, je pense que ça se reproduit probablement par bulbie. Ensuite, donc ça, c'est, on va dire, l'extrême de variants de grandiflora le plus incroyable qu'on peut trouver. Il y en a d'autres. Par exemple, vraiment 50 nuances de rose. C'est-à-dire qu'on passe du violet foncé au blanc en passant par un continuum de couleurs plus ou moins atténuées. Par exemple, du rose foncé sur le palais avec un peu plus pâle sur l'extrémité des lobes. Donc c'est ça, je dirais que ça doit représenter peut-être 20 pieds sur 10 000 ou quelque chose comme ça. Mais n'empêche que c'est un petit plaisir de se promener dans la population et d'essayer de trouver un petit peu les variants qu'on peut rencontrer. À ce sujet, dans l'article qui était paru dans Journée, on s'était posé la question de savoir si Pencula grandiflora forme rosea, donc qui est d'une forme à la base qui est plutôt présente
dans le Jura ou plus au nord en France étaient présentes au cirque de Troumouz. Donc on a trouvé des plantes qui nous semblaient coller au caractère. Personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment la Grandiflora framboiséa. Il y a une chose qui distingue les populations pyrénéennes des populations du Jura, c'est qu'encore une fois, dans les Pyrénées, on va avoir 5 plantes sur 10 000 qui sont roses comme ça, alors que dans le Jura, on va avoir des populations pures de Panicula grandiflora framboiséa. Donc je ne suis pas botaniste, je ne vais pas trancher. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est la framboiséa, mais en tout cas, ces plantes sont présentes avec leur couleur rose bien pétardoïde. Ça, je crois que c'était une des photos qui était présente dans l'article, qui montre bien une sorte de vénation un petit peu fuchsia. Donc, c'est des plantes quand même qui sont assez différentes des grandiflora classiques. Au cirque de Troumouz, on va trouver, en plus des plantes carnivores, beaucoup de plantes alpines vraiment intéressantes, par exemple des gentianes à col. Là, j'ai rigolé parce que j'ai trouvé un albinos de gentiane, donc tout est possible quand on arpente dans les Pyrénées. Le cirque de Troumouz, moi je le recommande vraiment. Si vous vous posez des questions, vous voulez voir des paniculas dans les Pyrénées, c'est pas très dur d'accès. En plus, on peut monter en voiture ou peut carrément prendre un petit train pour monter. Et on va arriver à voir un petit peu les choses que je vous ai montrées en marchant sans vraiment dénivelé positif. Donc le cirque de Troumouz, c'est l'endroit par excellence, même en famille. Vous pouvez y aller et vous allez voir des choses vraiment incroyables si vous prenez le temps d'arpenter. Denis, juste une Je petite m'approche de question. la fin de mon... Ah, pardon. Ouais. Juste une petite question, ouais, sur les pelouses là du cirque de Troumouz, comme tu dis. Est-ce que tu sais Ouais. comment elles sont gérées? Est-ce que tu sais si il y a typiquement de l'herbivorisme? Tu sais qu'il y a des, enfin, est-ce qu'elles sont pâturées ou est-ce qu'elles sont laissées vraiment à l'abandon entre guillemets? Enfin, c'est quoi? Comment c'est géré Alors, quoi, ces milieux? Est-ce que c'est protégé? Est-ce que c'est conservé? Comment ça se passe? on est dans le parc national des Pyrénées, donc il y a des législations bien particulières qui s'appliquent, mais qui permettent à des éleveurs de mettre soit des bovins, soit des ovins en pâture. Au cirque de Troumouz, il y a des deux, il y a des vaches et il y a des moutons. Et par exemple, ça permet de maintenir le milieu ouvert, d'avoir de l'herbe qui est en présence. Et ce qui est rigolo, c'est que ça n'a pas l'air de gêner les plantes. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de grandiflora qui poussait sur de la bouse de vache. J'ai aussi vu Alpina pousser dans du crottin de mouton. Donc je pense que les ruminants, ils jouent un rôle central dans le sens où pour avoir des paniculas, il faut quand même que ce soit un milieu qui reste assez ouvert. Et j'imagine que c'est grâce aux ruminants qu'on a ces pelouses qui sont assez vertes, fertiles. Ok, j'arrive au bout de mon talk, je vais juste finir en parlant un petit peu de perspective. Donc, ça fait des années que je me promène, mais il y a encore plein de choses à découvrir. C'est incroyable le nombre d'informations qu'on peut collecter grâce à Internet et d'indices qu'on trouve. Par exemple, cette année, c'est tout frais. Je suis hyper content parce que pour la première fois, j'ai trouvé dans les Pyrénées une population de Panicula alpina sur du schiste, c'est-à-dire pas en milieu calcaire. C'est pas les populations dont je vous ai parlé avant. Celle-là, elle est située un petit peu plus vers l'est au niveau de Pio-en-Galie. Mais en gros, pour moi, jusqu'à présent, toutes les observations de Panicula alpina étaient limitées au cirque glaciaire. Bien non, on a des Panicula alpina en dehors de ces cirques glaciaires. Et je vois même, en regardant les cartes, qu'il y a une espèce d'arc qui se dessine. Je pense que Panicula alpina, elle est beaucoup plus répandue dans les Pyrénées que ce qu'on pense, que ça fait un continuum depuis les Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et donc, ce que je vais faire dans les années qui viennent, c'est sortir un petit peu de mon cœur des Pyrénées pour aller regarder de ce côté. Ensuite, un petit but personnel, c'est essayer de trouver des populations de Panicula longifolia en dehors de Gavarnie. Donc, du côté français, malheureusement, Panicula longifolia, elle est vraiment pas courante. Donc, c'est une espèce endémique des Pyrénées. En Espagne, il y a quelques sites qui ont été décrits, comme le canyon d'Anisclo, par exemple, qui contient beaucoup de plantes. Mais du côté français, les seules populations que je connaissais encore il y a quelques années sont situées à Gavarnie. À Gavarnie, il y a plusieurs populations présentes à des endroits un petit peu différents, sachant qu'il y a un des endroits qui est extrêmement raide et dangereux, donc ça, je ne me suis jamais amusé à y aller. Il y a des descriptions au début du 19e siècle de Panicula sur des falaises, donc je me suis rendu, j'ai l'impression que ça s'est asséché depuis. Donc une petite inquiétude sur Panicula longifolia en France, il n'y a pas tant de sites que ça. Et ce qui est rigolo, c'est que
là encore, enfin moi, ça fait, je vous dis, 35 ans que j'arpente les Pyrénées. Et je crois que c'était il y a 2, 3 ans, il y a un membre de la communauté carnivore qui est venu me voir, qui m'a dit qu'il y avait un autre site de Pincula longifolia en France et qui a été suffisamment gentil pour me dire où il se situe. Donc là, c'est les photos que vous voyez. Ce site, je ne vais pas divulguer où il est, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est un vrai bonheur de voir que peut-être que Pincula longifolia n'est pas si restreinte et menacée que ce qu'on pourrait penser. Et merci à la personne qui m'a rencardé sur le site. Et du coup, juste, c'est le même type En de termes milieu, de, du coup, c'est aussi une sorte de cirque ou de pente un peu c'est suintante du, calcaire? c'est du terrain calcaire, mais tu vois, par exemple, cette population, c'est beaucoup plus sec qu'à Gavarnie. Ça a Donc l'air, je ouais. pense que cette année, ce que je vais faire, c'est que je vais y retourner un peu plus tard. Je me demande si les plantes, elles disparaissent pas pendant l'été. Ok. Parce que j'étais déjà passé, j'avais rien vu. Là, j'ai vu les plantes en y retournant beaucoup plus tôt, en suivant les indications de cette personne. Donc il y a peut-être un petit suivi à faire quand même. J'espère que la population est pérenne et que c'est pas juste une trace d'une ancienne population qui est en train de disparaître. Deux autres points et après j'ai fini. Donc déjà, je vous ai parlé du côté français des Pyrénées. Du côté espagnol, c'est magnifique. Il y a vraiment des paysages grandioses. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc pour revenir sur la question de plus tôt, est-ce qu'il y a des Pincula longifolia rouges? Oui, ça c'est une photo qui a été prise du côté espagnol, ou dans une population décrite de Pincula longifolia entièrement rouge. Donc pour moi, on va dire, c'est le côté que je connais moins. Enfin, j'y suis quand même allé à plusieurs reprises, avec Dionée notamment. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à trouver, y compris pour tout ce qui est Pincula alpina. Pourquoi pas d'autres variants chromatiques de Pincula grandiflora. Et puis, toujours, il n'y a pas que les plantes carnivores dans la vie, il y a d'autres choses à voir. Par exemple, lors d'une sortie de Dionée Midi-Pyrénées en Espagne, on a eu la chance de voir le Cypripedium calceolus, qui est une espèce d'orchidée qui est extrêmement rare, en tout cas dans les Pyrénées. Donc, moi, je vais continuer mes explorations. Très souvent, on va faire des longues randonnées, on ne voit rien, mais de temps en temps, on trouve des petits trésors comme ça. Et c'est vraiment ça qui me motive pour continuer. Et sur ce, ben, je pense que j'ai fini ma présentation et je serai heureux de voir si vous avez des questions. Super, bah merci beaucoup, c'était vachement intéressant. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, là, le sabot de Vénus, je crois pas me tromper en disant que c'est la plus grande orchidée d'Europe. Enfin, l'orchidée avec les fleurs les plus grandes d'Europe, donc vous verrez pas plus grande fleur d'orchidée que ça. Et c'est aussi un peu pour ça qu'elle est menacée et assez rare parce qu'il y a pas mal de gens qui l'accueillent et du coup, bon bah voilà quoi, elle finit par s'éteindre. Mais écoute, merci beaucoup, c'était Il super y a des endroits où intéressant. on peut la trouver, mais Et ouais. j'ai Est-ce qu'il y a bien des aimé questions dans que... le chat ou est-ce que tu les as posées? Ouais, alors oui, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, on va les poser à Denis. Moi, j'en ai quelques-unes là encore de côté. Mais ouais, j'ai bien aimé que tu aies montré aussi quelques autres espèces là, le lys qui me fait un peu penser au lys martagon qu'on a dans les Alpes ici. Et que t'ai montré deux trois autres plantes comme ça. C'est vrai que c'est assez marrant. Moi, j'étais pas, enfin, je connaissais pas très bien la botanique alpine avant il y a quelques années. Et c'est vrai que enfin, je me suis rendu compte que vraiment le type de roche que t'as en dessous, ça joue un rôle mais hyper important sur les Ouais. communautés végétales que t'as. Et du coup, c'est assez marrant de Mm. voir que bah voilà, Grandiflora, on peut la trouver partout et finalement, c'est pas trop enfin, elle est pas trop influencée par ce type de roche-là, alors que d'autres espèces semblent plus restreintes à certains types de milieux. Vraiment limité, ouais. Ouais, et ça c'est vachement Et de intéressant. manière générale, Vas-y, vas-y. moi j'ai beaucoup, enfin quand j'étais jeune, je randonnais beaucoup en vallée de Cauterets. Et les premières fois où j'ai randonné en vallée de Gavarnie, la végétation est complètement différente, quoi. C'est deux mondes différents. Donc pour un botaniste, c'est vraiment un plaisir, j'imagine. Il y a plein de choses à découvrir. Ouais, 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 clairement. Et puis là, toutes les photos de tes petits, des variants, des individus variants et tout, moi ça c'est un truc qui me passionne, quoi. Je trouve ça super beau. Même la gentiane blanche là. Moi j'étais tombé sur des individus, tu sais, enfin je sais pas si ça s'applique aux gentianes, mais hypochromes comme on dit dans les orchidées là, avec des couleurs un peu Ouais. déteintes, quoi, un peu comme une pallida chez les grandiflora. Et ouais, Ouais. c'est vachement intéressant. Alors on avait juste une question dans le chat Twitch. Qui était, alors attendez, je la retrouve, l'origine du nom Pinguicula. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Je sais pas du tout. Eh ben moi non plus. Je sais pas du tout non plus. Ok, est-ce que Ok, donc t'as dit que ouais. Grandiflora, tu sais, elle pouvait pousser un peu
un peu partout et tout. Est-ce que toi, tu as fait des tests en culture? Est-ce que tu cultives ces espèces? Est-ce que tu as fait des tests de substrat, de choses comme ça ou pas? Ouais, moi je cultive. Après, enfin, je ne prélève aucune plante dans la nature, bien sûr. Je cultive pas mal de pincula tempérés que je récupère via des vendeurs comme Oliver Lutsch. Je pense que je suis un des pires cultivateurs possibles. C'est-à-dire que je suis vraiment pas systématique dans mon approche, mais en gros, Pincula grandiflora, j'ai tout fait. J'ai fait de la tourbe, j'ai fait de la sphaigne, j'ai fait des milieux minéraux, j'ai fait du terreau de mon jardin, j'ai fait du sable. Et en gros, moi j'ai l'impression que ce qui est important surtout, c'est de maintenir un milieu humide. Bon, évidemment, il y a des trucs genre le terreau pur, je trouve que les plantes n'étaient pas géniales quand même. Mais j'ai l'impression que la plante est hyper tolérante et ça rend bien compte de ce qu'on voit dans la nature. Après, ce qui est important, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir des belles plantes quand on part de bulbes qu'on replante. Donc, c'est-à-dire un peu comme si on repartait de zéro, de bulbes ou de semis. Quand on prend un gros pied, qu'on le transplante dans un autre pot, dans un autre terreau, en général, ça ne se passe pas trop bien. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre les bulbes et à faire des petits tests avec. Mon substrat, maintenant, c'est vraiment le substrat, un substrat simple, un peu de tourbe blonde, un peu de vermiculite, un peu de terreau. Je mets un peu de terreau quand même. Et je mélange ça et voilà, je me pose pas trop de questions. Ok, super. Alors on a Emeric d'ailleurs, qui je passe le bonjour dans le chat, qui nous dit que Pinguicula fait référence à l'aspect gras de la feuille, et Fabrice qui dit que en fait c'est dérivé du latin pinguis qui veut dire gras. Donc, voilà, si jamais vous aviez C'est la pas, question. j'allais dire le nom vernaculaire c'est grassette, donc il doit y avoir un lien, mais voilà, ça y est, C'est on a. ça. Il y a Fabrice qui avait fait une remarque aussi un peu plus tôt dans la présentation, qui disait que Ouais, des Pinguicula grandiflora, il me semble, pouvaient pousser sur des troncs couchés en décomposition. Est-ce que oui. t'avais remarqué des trucs comme ça? Sur des troncs couchés, sur des fourmilières. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que la plante, une fois qu'elle s'établit, je pense que la raison pour laquelle Grandiflora est si dominante dans les Pyrénées, c'est que c'est une espèce qui est peut-être plus robuste que les autres, plus adaptée à différents types de milieux. Vous voyez, je vous ai dit, Grandiflora, moi je la connais entre 500 et 700 et 2000 mètres d'altitude. Pencula alpina, c'est jamais en dessous de 1800 mètres d'altitude. C'est toujours dans des endroits très frais, très spécifiques. Donc je pense qu'il y a certainement, ça a dû être discuté quelque part, hein, mais j'ai l'impression que Grandiflora, c'est le champion des Pyrénées parce que c'est l'espèce qui colonise le plus de niches le plus facilement possible. Ok, il y a Julien Muller qui nous passe le bonsoir. Bon, t'arrives un peu tard, Julien, mais tu pourras regarder le replay. Et juste, Denis, est-ce que toi t'as vadrouillé un peu dans les Alpes? Est-ce que tu connais un peu les milieux là-bas, les espèces là-bas, et quelles sont les différences principales avec les Pyrénées? Alors les Alpes, j'ai pas fait grand-chose. J'étais un peu dans le massif du Mont Blanc. Donc j'ai notamment grâce aux indications d'Éric Partra, j'avais pu voir une population de Pencula alpina là-bas. Et ce qui m'avait choqué, enfin ce qui m'avait marqué, c'est que les milieux étaient très différents. Moi, je vous dis, les alpinas que je vois dans les Pyrénées, c'est dans ces espèces d'alcôves, toujours à des endroits très frais où il y a de l'eau qui suinte. Et dans les Alpes, du côté de Megève, les Pencula alpina, ils étaient sur une espèce de crête, à un endroit qui était certes humide, mais pas, ça correspond vraiment pas au biotope que je vois dans les Pyrénées. Donc ça, après, j'ai vu un petit peu, ben, en remontant pour aller voir mes alpinas dans le massif du Mont Blanc, j'ai vu des choses qui pourraient être des grandiflora ou peut-être des vulgaris, je sais pas trop. Ça ressemble quand même. Je veux dire, c'est des milieux alpins, c'est des milieux ouverts. Donc je dirais, peut-être que la différence principale entre Pyrénées et Alpes, c'est quand même que dans les Alpes, on monte plus en altitude. Dans les Pyrénées, on a des restes de périodes plus froides. Je pense qu'Alpina, c'est une espèce qui est là depuis très longtemps, qui est en train de remonter peu à peu en altitude au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Et j'avoue que une des raisons pour laquelle je suis ces populations, c'est aussi, je me demande quel va être leur devenir dans les années qui viennent. Pour le moment, pour moi, les indicateurs sont verts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Même avec les grandes chaleurs qu'il y a eu l'année dernière, j'y suis retourné un peu cette année, il ne semble pas y avoir de problème dans les populations d'alpina. J'espère juste qu'on va pas arriver à un moment où on va commencer à franchir un peu des limites, notamment des années très sèches. Et donc, je pense que c'est important je continuerai à faire ce suivi au fil des ans.
Bah super, écoute, merci beaucoup. Je te propose qu'on remette juste vite fait notre caméra pour terminer. Euh, Ouais, tac. Alors attends, hop là. si tu peux juste arrêter ton partage d'écran, comme ça on voit un petit peu nos têtes. Bah écoute, merci beaucoup. Si on peut prendre une Yes, dernière question à la volée dans le chat, excellent. c'est maintenant. Mais juste, ouais, pour continuer un petit peu ce que tu disais là, pour Alpina, c'est vrai que moi je prospecte un petit peu dans les Alpes quand je peux, quand j'y suis. Et notamment dans la Maurienne, en Vanoise, par là. Et Alpina, on la voit enfin, vraiment partout, quoi. C'est à part vraiment au bord des Ouais, ruisseaux, où on a surtout Vulgaris. Dès que tu commences à monter en altitude, tu passes les 1800, 2000 mètres, il y a que Alpina. Et il y en a que de l'alpina, dans ouais. des pâturages, il y en a dans des endroits vraiment à 15 mètres des Edelweiss, donc dans des milieux un peu secs, un peu... Enfin, je sais pas, c'est vachement intéressant, quoi, de voir comme des plantes qui ont l'air super similaires sont en fait adaptées à des milieux assez différents, quoi. C'est vraiment cool. Mais en tout cas, tu es le bienvenu si tu veux venir prospecter un de ces quatre chez nous, chez Dionée Bah, Antenne plaisir, Aura. Trop cool. avec Bah plaisir. écoutez, merci à toutes les personnes qui étaient là dans le chat. On va mettre une rediffusion sur YouTube. Et puis merci beaucoup Denis, c'était super intéressant. Moi j'aurais encore Euh, 50 milliards de questions. Merci à Mais tous hein, d'être venus. C'est sympa. N'hésitez pas si vous avez des questions à me recontacter ou on en rediscutera de vive voix quand on se croisera. ouais, ton nom sur Facebook du coup c'est Denis Jallet. Hein. C'est ton vrai nom sur Facebook si Ouais, jamais les gens veulent te contacter. c'est ça. Super. Et ben écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous et à la prochaine, sûrement à la rentrée du coup en septembre. Ciao. Ciao.